Respirer la vie, partie 4. Les naufrages et les horizons. Chapitre 16. Dodu. J'ai rencontré Arnaud lors d'un match de torbal. Une rencontre organisée par son amie, cette figure ancienne et nécessaire de l'entremetteuse, celle qui voit ce que les autres ne voient pas encore, qui fait se croiser des trajectoires qui ne seraient peut-être pas croisées seules. Le torbal est un sport pour personnes malvoyantes. Une balle sonore qu'on entend avant de la voir. Des buts gardés à tâtons, une concentration totale sur l'écoute plutôt que sur la vue, sur ce qui arrive avant d'être visible. Un sport qui réorganise entièrement le rapport au monde, qui pose la question de ce qu'on perçoit vraiment et de ce qu'on croit percevoir, de ce que la vue nous donne et de ce qu'elle nous cache. Son amie Myriam avait inventé une histoire de problème d'adresse email, d'envoi de vidéos. Je suis tombée dans ses manigances, les pigeons. S'en est suivi 2 mois et demi d'échanges épistolaires avant la deuxième rencontre. Arnaud est malvoyant, contre l'air de gestion, du même âge que moi, cette symétrie-là, cette façon d'arriver au même point depuis des chemins entièrement différents. On a été ensemble pendant 9 mois. Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, Nîmes, Paris, des voyages vrais, des moments bons de ceux qui existent vraiment et qu'on ne regrette pas, d'avoir vécu même quand ce qui les entourait n'a pas duré. Et quelque chose que je n'avais pas anticipé, quelque chose que ces voyages m'ont appris sans me prévenir qu'ils allaient m'apprendre, c'est voir le monde autrement. Je faisais attention au sol, aux revêtements, aux jointures, aux changements de texture qu'on ne remarque jamais quand on n'a pas besoin, aux obstacles, aux bords de trottoir, aux portes qui s'ouvrent dans le mauvais sens, à tout ce que la ville fabrique sans penser à ceux pour qui ça n'est pas transparent. J'étais ses yeux, pas de façon héroïque, pas de façon qui mérite d'être signalée, mais simplement naturellement comme une façon d'être là, qui s'était installée sans qu'on le décide. Son handicap était devenu le mien, pas comme un fardeau qu'on porterait à la place de quelqu'un, mais comme une façon d'être présente différemment, plus attentivement, d'affûter quelque chose en moi qui existait déjà, mais qui n'avait pas encore trouvé cette façon-là de s'exercer. Il m'a appris ce qu'on perçoit quand on ne s'appuie pas sur la vue, ce sens-là qu'on n'utilise pas vraiment quand on voit, qu'on laisse en friche parce qu'on n'en a pas besoin et qui s'éveille quand les autres canaux prennent le relais. Cette attention particulière aux voix, leur inflexion, leur hésitation, ce qu'elles disent quand les mots ne disent pas tout, aux textures, aux présences, cette façon de sentir quelqu'un dans une pièce avant de l'avoir vu, de percevoir une atmosphère avant d'avoir eu le temps de l'analyser. J'ai compris à ses côtés que voir n'est pas toujours ce qu'on croit, que la vue peut être une façon de rester en surface, de se contenter de ce qui se présente et qu'on peut passer à côté de l'essentiel des yeux grands ouverts, avec toute la confiance que donne le fait de voir clairement. Moi qui mémorise tout, les visages, les lumières, les dispositions des meubles, j'ai appris que lui, avec lui, que certaines choses ne sont pas visibles, que certaines présences ne se voient pas, que certains détails importants n'ont pas de forme. Ce n'était pas la grande histoire, mais c'était une rencontre vraie avec 2 personnes qui se voyaient dans tous les sens du terme, y compris ceux que je n'aurais pas su formuler avant de le rencontrer. On s'est revus en mars 2026, en ami cette fois, il est là de cette façon tranquille et conscience constante qu'ont certaines personnes d'être là, sans qu'on ait besoin de le négocier ni de le maintenir avec effort. Il est un soutien. Certaines personnes restent dans notre vie sous une forme différente de celle du début, non pas parce que ce qui existait avant s'est brisé, mais parce qu'il s'est transformé en quelque chose de différent et peut-être de plus solide, débarrassé de ce qui ne tenait pas, en gardant ce qui tenait vraiment. C'est une transformation et parfois c'est même plus solide que ce qu'il y avait avant, précisément parce que ça a traversé autre chose et qu'il en reste quelque chose de réel. Chapitre 17. Julien. J'ai tout quitté pour lui. Je pose cette phrase et je la laisse là, sans l'atténuer, sans lui trouver des circonstances qui l'arrangeraient, sans chercher à la rendre plus acceptable qu'elle ne l'est. Elle dit l'essentiel avant même que je commence. C'est l'essentiel, et l'essentiel en fait mérite d'être dit simplement dans sa nudité avant que les explications viennent l'habiller. Julien était gendarme mobile, enfin il est toujours, hein. On s'est rencontrés sur Elite Rencontre, cette façon contemporaine de chercher quelqu'un avec ses algorithmes et ses photos et ses descriptions de soi qu'on choisit avec soin, ses promesses implicites de compatibilité. Mais en fait non, sa photo était floue, je ne savais pas à quoi il ressemblait. C'était un 29 décembre et 3 jours après, il me souhaitait la bonne année. Il est tombé amoureux de mon podcast, de ma voix, il était en mission à La Réunion et je n'ai pas cherché plus loin. On a été ensemble de janvier 2022 à avril 2024 avec un Pax en janvier 2023 parce que je croyais en ce qu'on construisait, parce que je m'engageais vraiment, parce que c'est comme ça que j'aime entièrement, sans réserve, avec cette façon que j'ai de mettre tout dans la balance dès que je crois à quelque chose. Pour être avec lui, j'ai quitté Clermont-Ferrand, ma vie, mon travail, ma famille, mes amis, mes repères, cette région que j'aime profondément, avec ses volcans et ses lumières particulières et ma façon qu'elle a de me ressembler, où j'avais mis des années à m'enraciner après tout ce qui m'avait déraciné. Je suis venue vivre en caserne, à Longeville-la-Sainte-Avold, en Moselle, loin de tout ce que je connaissais, loin de tout ce qui me tenait, cette distance géographique qui était aussi une distance de tout le reste, un déracinement consenti, voulu,
opéré de mes propres mains, pour quelqu'un d'autre. Gendarme mobile, ça veut dire absent 8 mois dans l'année. Des missions, des déplacements, des alertes qui tombent sans prévenir, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Une vie qui n'appartient pas vraiment à celui qui la vit. Réquisitionnée par une institution qui a ses propres priorités, ses propres urgences, ses propres façons de disposer du temps et de ses hommes, et encore moins à celle qui l'attend, qui est organisée autour d'une présence et qui n'est presque jamais là, qui a construit sa vie dans un endroit étranger pour être avec quelqu'un qui est absent la plupart du temps. Après 3 semaines d'échange, j'avais posé ma démission, j'avais mis toutes mes affaires dans mon crafter et j'avais pris la route vers l'inconnu. J'avais tout quitté pour être avec quelqu'un qui n'était presque jamais là. Cette phrase-là aussi mérite d'être posée simplement. Le quotidien était 1 heure de route le matin et 1 heure le soir, ces 2 heures quotidiennes soustraites à tout le reste, à la fatigue, au temps pour soi, à cette restauration minimale dont on a besoin pour continuer, les tâches ménagères seules, dans cet appartement de caserne qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais choisi, l'épuisement qui s'accumule sans que personne ne le voie vraiment, sans que personne ne soit là pour le voir, de cet épuisement-là qui n'a pas de témoin et qui pèse d'autant plus lourd. Et certains jours, 6h30 de route pour une réunion des ateliers dans l'Aube, plus les 2 heures de trajet domicile-travail, je rentrais tard, je repartais tôt, et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose pour souffler, pas grand-chose pour être autre chose que quelqu'un qui tient, qui continue, qui recommence le lendemain. J'avais fait les sacrifices d'une femme qui s'engage complètement, le corps, le temps, la géographie, les ambitions, mis en attente, les rêves déplacés, les liens distendus, tout ce qu'on peut donner quand on croit que ça en vaut la peine, mais on pense que ce qu'on construit mérite ce que ça coûte, tout. On a essayé d'avoir un enfant, on a vraiment essayé avec ce que ça suppose de vulnérabilité, d'espoir tendu vers quelque chose qui n'arrive pas, de mois qui passent et de déceptions qu'on range sans trop savoir où les mettre, compter parce que les mots pour en parler sont difficiles à trouver et que l'autre n'est souvent pas là pour les entendre de toute façon. Et puis à partir de novembre 2023, quelque chose s'est refermé en lui. Il était fatigué, pas de cette fatigue-là qu'on reconnaît, pas la fatigue du travail ou des missions ou de l'absence, mais quelque chose de différent, de plus intérieur, de plus définitif. La fatigue de quelqu'un qui n'est plus vraiment là, qui a déjà commencé à partir sans le dire, qui habite encore l'espace commun mais qui n'est plus vraiment présent. Cette façon qu'ont certaines fins de commencer longtemps avant d'être nommées. La séparation est venue en avril 2024. Dans les 15 jours qui ont suivi, il s'était remis en couple. Il avait aussi acheté une Cupra Formentor. Je ne sais pas exactement pourquoi ce détail reste. Peut-être parce qu'il dit quelque chose de façon indirecte et précise sur la façon dont certaines personnes tournent les pages, vite, complètement, avec cette efficacité-là, qui ne laisse pas de place pour le doute ou le deuil ou la question de savoir ce qu'on laisse derrière, comme si la page d'avant n'avait pas vraiment existé, ou comme si elle avait existé pour eux d'une façon différente de celle dont elle avait existé pour moi. Ce que je comprends maintenant, en regardant tout ça avec cette distance que le temps donne et que la douleur refuse longtemps d'accorder, il y avait une asymétrie. Une de ces asymétries silencieuses qui ne se voit pas du tout de suite parce qu'elle ressemble à autre chose, à de la différence de personnalité, à des modes d'expression de l'amour qui ne se ressemblent pas, à des façons d'être dans un couple qui peuvent sembler complémentaires avant de sembler déséquilibrées. J'avais donné comme on se donne quand on croit à quelque chose, sans compter, sans filer, avec cette générosité qui ne regarde pas celle qu'elle coûte, parce qu'elle est convaincue que ça vaut ce que ça coûte. Lui n'était pas là pour recevoir ce que je donnais. Pas par malveillance, peut-être. Je ne lui prête pas de mauvaises intentions, je ne lui construis pas un procès rétrospectif, mais l'intention ne change pas le résultat. Ce qui n'est pas reçu n'est pas moins donné, et les asymétries à long terme épuisent, elles creusent. Maintenant, méthodiquement. Elles finissent par vider celles qui donnent, sans que l'autre ne s'en rende vraiment compte, ou sans qu'il choisisse de les voir, et qui revient peut-être au même. J'ai appris quelque chose sur moi dans cette histoire, quelque chose que j'avais peut-être déjà appris avant et sans avoir encore tiré les conséquences. Cette façon que j'ai de tout mettre dans la balance quand j'aime. Ma vie, mon confort, mes rêves, ma géographie, mes racines fraîchement posées. Cette capacité à tout réorganiser autour de quelqu'un, à faire de quelqu'un d'autre le sens de gravité de ma propre existence, avec cette conviction que c'est de l'amour et pas autre chose. C'est une force, c'est aussi une façon de disparaître, de s'effacer progressivement dans la vie de l'autre jusqu'à ne plus savoir très bien où on est soi-même, jusqu'à avoir perdu de vue ce qu'on voulait avant de vouloir ce que voulait l'autre. Je ne recommencerai pas ça, pas comme ça, pas sans que ce soit réciproque, pas sans que l'autre soit vraiment là, présent, disponible, en capacité de recevoir ce que je donne et de donner à son tour, de construire activement quelque chose plutôt que de laisser quelqu'un d'autre le construire autour de lui pendant qu'il vit sa vie. J'ai mis du temps à comprendre que l'amour sans réciprocité n'est pas de l'amour, c'est du sacrifice, et le sacrifice à lui seul, aussi sincère soit-il, aussi total soit-il, ne construit rien, il use, il creuse, il laisse des traces. Il m'a laissé des traces, mais il m'a aussi laissé cette compréhension-là, que je n'aurais pas acquise autrement, que je porte maintenant avec moi, comme on porte quelque chose qu'on a payé trop cher et qu'on tient d'autant plus précieusement.
Chapitre 18. Fabrice. Mordre la poussière pour rester fier, tailler mon cœur dans la pierre, se détruire, j'ai préféré fuir. J'ai imaginé tant d'histoires, chassé les souvenirs de ma mémoire. Toi, pendant ce temps-là, tu as gardé l'espoir, tu n'as jamais cessé d'y croire. Ce lien qui nous unit par la poésie, belle mélodie et jolie fantaisie, ce sont des ombres sur nos peaux, un voile léger comme un doux manteau, et puis ce cri de l'intérieur, écho au j'aime au cœur, frappe à mon cœur, colorant la vie de mille saveurs. Malgré tout le mal que je t'ai imposé, impossible de t'oublier. Je veux revivre chaque moment avec intensité, en un instant se pardonner, tout mettre de côté. Tu sais lire en moi, m'aimer sans feindre, tu sais si bien m'atteindre, ta seule présence me suffit. À un indice, mon âme sourit. Allons ensemble sous la lumière, teintée de nuances notre chaumière. Tu es le sucre, le sel, le miel, tu es mon étincelle, mon essentiel. Fabrice avait 19 ans de plus que moi. On s'est rencontrés via Instagram en octobre 2020. Ce sont ses photos qui m'ont arrêté, pas le personnage, pas le profil absent, pas ce qu'il choisissait de dire de lui-même dans l'espace de quelques lignes, les photos de paysage. Il avait commencé la photographie après un accident de la route en revenant d'une tournée de distribution de journaux. Cette façon qu'ont parfois les interruptions brutales de révéler quelque chose qui attendait, de forcer une porte qu'on n'aurait peut-être pas ouverte autrement. Il se levait à 2h30 du matin pour sa première journée, finissait vers 7h30, puis enchaînait avec son autre travail dans un entrepôt logistique de matériel médical respiratoire. Ces journées-là qui commencent dans le noir et ne finissent jamais vraiment, qui laissent peu de place pour autre chose que tenir, et entre tout ça, dans les interstices de cette vie-là, il photographiait le monde avec une sensibilité qui m'avait saisie. Les couchers de soleil, les levées, les paysages traversés d'émotions qu'il retranscrivait comme peu de gens savent le faire, avec cette façon particulière de certains regards de voir ce que les autres ne voient pas ou de montrer ce que les autres ne montrent pas. J'étais en vacances à Grimaud Village, je prenais mon petit déjeuner, c'était mon anniversaire. Il me l'a souhaité dans les commentaires, ce geste simple, cette attention de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore et qui remarque quand même qu'il les prend. On a commencé à discuter et ça ne s'est plus arrêté. De cette façon qu'ont certaines conversations de se poursuivre au-delà de ce qu'on avait prévu, de déborder sur les heures et les jours comme si elles avaient quelque chose d'urgent à faire avant qu'on les interrompe. 2 semaines plus tard, ils montaient me voir à Clermont-Ferrand. Du haut de Saint-Chamas, je vois les bateaux. J'imagine qu'ils se préparent à voguer sur l'eau. Ils gonflent leurs voiles sous le vent léger, puis à vive allure, ils sont fiers de s'éloigner. Je reste là debout près des oliviers. J'attends le coucher de soleil pour rejoindre le sentier. Fabrice. L'amour de ma vie, c'est ainsi que je l'ai nommé, et c'est vrai. Pas comme une formule qu'on pose sur les choses pour les rendre plus grandes qu'elles ne sont, pas comme une façon de dramatiser ou d'embellir, vraiment. Il y avait entre nous quelque chose de rare, une connexion qui n'avait pas besoin d'être expliquée, qui expliquait avant les explications et les survivait, une façon de se comprendre sans effort, sans avoir à tout traduire, sans ce travail permanent qu'on fait avec certaines personnes pour être entendu et qui n'existait pas avec lui. Une évidence tranquille et profonde, une sensibilité partagée sur ce qui compte, sur ce qui mérite d'être regardé, sur ce que les mots ne disent pas toujours mieux que le silence, et sur ce que le silence dit parfois mieux que les mots. Mais il était endetté, les conditions financières étaient précaires, fragiles, sans horizon clair. Cette précarité-là, qui ne ressemble pas à la pauvreté dont j'ai parlé ailleurs, qui est différente, qui est la précarité de quelqu'un qui gagne et qui dépense et qui ne sait pas où va ce qu'il gagne, qui recommence chaque mois sans que les fondations s'épaississent. Il avait déjà 2 fils dans la vingtaine, dont il disait parfois que dans cette honnêteté un peu brutale qui était aussi la sienne, avec cette façon qu'il avait de nommer les choses sans les embellir, qu'il lui avait coûté ses choix de vie. Il ne savait pas gérer l'argent, des dépenses par-ci, des dettes par-là, une instabilité qui ne se résorbait pas, qui ne s'était pas résorbée en 10 ans, et qui ne se résorberait peut-être pas. Cette instabilité-là, trop bancale pour construire quelque chose de solide dessus, pour y poser ce que je voulais poser. On a été ensemble d'octobre 2020 à juillet 2021 avec un mois de séparation en février, cette parenthèse dans la parenthèse, cette tentative de voir si la distance changerait quelque chose qui n'a changé que la forme du manque, puis à nouveau d'avril à août 2024, 3 ans plus tard, comme si on avait besoin de revérifier ce qu'on savait déjà, comme si la certitude acquise la première fois n'était pas suffisante, comme si on devait recommencer l'expérience pour être sûr que le résultat était le même. Il l'était. Entre les deux, un matin, je me suis réveillée avec une certitude dans le corps, pas dans la tête, pas comme une pensée qu'on formule, mais dans le corps, avec cette façon qu'a le corps de savoir, avant qu'on sache, je voulais un enfant. Pas dans l'abstrait, pas comme un projet vague ou un futur indéfini, concrètement, vraiment, avec une urgence physique que je n'avais jamais ressentie aussi clairement, qui n'était pas qu'une envie, mais une nécessité. Quelque chose aussi irréductible que la faim.
Une PMA peut-être, pas nécessairement de lui, mais j'avais regardé autour de moi la réalité de notre situation et j'avais compris, avec cette lucidité-là qu'on atteint parfois dans ces moments de clarté matinale avant que les désirs reprennent ses droits, que ce n'était pas possible. Pas comme ça, pas là, pas avec cette instabilité comme seule fondation sur laquelle poser quelque chose d'aussi réel, d'aussi vivant, d'aussi irréversible qu'un enfant. Ce réel-là avait été douloureux, de cette douleur-là particulière, de comprendre que deux choses vraies peuvent s'exclure, que l'amour et la viabilité sont deux choses distinctes, qui n'ont pas les mêmes exigences et ne se répondent pas toujours, que vouloir quelqu'un de tout son cœur ne résout pas les questions pratiques qui rendent une vie commune réellement possible, que la question rare ne suffit pas si les conditions ne tiennent pas. 3 ans après la première rencontre, je l'ai revu, notre amour était intact, plus fort, même comme si le temps l'avait concentré plutôt que dilué, comme si l'absence avait fait ce que la présence n'avait pas réussi à faire, rendu visible ce qui était essentiel en faisant tomber ce qui n'était pas. Mais la réalité elle n'avait pas changé. Il parlait de me rejoindre à Metz, d'un déménagement en septembre. Puis septembre est devenu janvier. L'intérim dans son ancienne boîte avait repris. Les projets s'éloignaient au fur et à mesure qu'on en parlait, comme ces horizons qui reculent à mesure qu'on avance vers eux. J'avais pris un appartement parce que je pensais qu'on allait pouvoir habiter ensemble. J'ai désespéré de ce désespoir tranquille et définitif de quelqu'un qui comprend que ce n'est pas une mauvaise passe mais une structure, que l'attente n'est pas une phase provisoire mais une façon d'être permanente, que rien ne changera parce que rien ne peut changer avec les mêmes éléments. Je l'ai quitté pour les mêmes raisons que les 2 premières fois. Mon temps était précieux, je ne voulais pas attendre. Nous deux, c'est si beau, si fort, mon amour. Mais ça ne rime pas avec toujours. On se fait du mal chacun son tour, comme dans un tournoi, on frappe sur les tambours, on ne recule pas, on vit chaque seconde, jamais à rebours. Et s'il faut comprendre, apprendre, là tu deviens sourd. Aujourd'hui mon cœur est si lourd, pardonner je sais faire, j'étais sans aucun doute pour. Cette fois c'est trop, alors je cours. Oh oui, 4 mois, c'est très court. Pour la vie, je n'oublierai pas tes atours. Main dans la main, fermer les yeux sur ce qui nous entoure. Garder le meilleur de notre amour, peau contre peau, puis le sourire qui s'efface au fil des jours. Fabrice est resté l'amour de ma vie et en même temps ces deux choses ensemble simultanément sans que l'une annule l'autre. Il n'était pas la bonne réponse à ce que je voulais construire. Il était la bonne personne dans les mauvaises conditions, ce qui revient au même que la mauvaise personne quand on veut fonder quelque chose de réel, quand on veut bâtir sur du solide plutôt que sur ce qui tremble. Ces deux choses peuvent être vraies simultanément. Je l'ai appris à ce moment-là avec lui de façon irréfutable. L'amour peut être entier et insuffisant. Une connexion peut être rare et impossible à concrétiser. On peut quitter quelqu'un qu'on aime profondément, non pas parce que l'amour n'est plus là, pas parce qu'il a disparu ou s'est transformé en autre chose, mais précisément parce qu'on s'aime assez soi-même pour ne pas construire sa vie sur ce qui ne tient pas, pour ne pas renoncer à ce qu'on veut vraiment au nom de ce qu'on aime vraiment. Je l'ai appris à ce moment-là. Je la porte encore, cette compréhension-là, qui n'a pas la légèreté des choses qu'on apprend facilement, qui pèse de tout ce qu'elle a coûté et qu'on tient d'autant plus précisément. Chapitre 19. Fleur d'éclipse. Pascal avait 34 ans de plus que moi. On s'est rencontrés via YouTube et Instagram en août 2024. Je regardais ses vidéos de Van Love sur la chaîne Retour d'Éclipse. Ce nom-là déjà, qui dit quelque chose sur la façon dont il se rapportait au monde, cette façon de revenir de là où la lumière disparaît et de le raconter. Je laissais parfois des commentaires, pas pour qu'il réponde, pas pour rentrer en contact, juste parce que quelque chose dans sa façon de filmer le monde méritait qu'on lui dise, méritait d'être reconnu, de cette reconnaissance qu'on accorde aux choses qui touchent quelque chose de réel en soi. Un jour, Instagram lui a suggéré mon profil. Cet algorithme-là, avec ses calculs opaques et ses intuitions parfois justes, il m'a écrit. Pascal avait été directeur général des achats chez BPCE. Cette vie-là, avec ses responsabilités-là et ses réunions et ses décisions qui engagent des chiffres qu'on ne prononce pas à voix haute dans la vie ordinaire. À sa retraite, il était devenu nomade, un Volkswagen T5, une façon de vivre qui n'appartenait qu'à lui, qu'il n'expliquait pas et ne se justifiait pas, qu'il était simplement ce qu'il avait décidé d'être quand il n'avait plus eu à être ce que les autres attendaient. Puis il avait acheté un bateau, Zéphyr d'argent, qu'il avait rebaptisé Fleur d'éclipse. Le croisement de nos deux noms, ou plutôt de mon prénom et de son surnom, réunis sur la coque d'un voilier bien avant qu'on se connaisse vraiment, bien avant que cette rencontre existe autrement que comme une possibilité parmi d'autres. Mon prénom accroché à la coque d'un bateau, voguant sur des mers que je n'avais jamais vues, j'ai trouvé ça beau et poétique, comme un signe qu'on interprète après coup, en sachant très bien qu'on l'interprète, en choisissant d'y voir quelque chose, parce qu'on n'a pas besoin d'y voir quelque chose. Il y avait eu 3 ans d'échanges épistolaires avant qu'on se rencontre, 3 ans de lettres et de messages et de conversations qui construisent une familiarité, sans avoir encore de corps, une intimité de mots qui précède l'intimité de présence. Il voulait me voir. On s'est retrouvés dans les Vosges et je l'ai détesté.
Il m'a saoulé, comme on dit, de cette façon qu'ont certaines personnes d'être trop de quelque chose qu'on ne saurait pas nommer précisément, trop présent d'une façon qui envahit avant d'avoir demandé la permission. Alors on s'est quand même revu en août, et là c'était différent, de cette différence-là qui n'a pas d'explication satisfaisante, qui tient peut-être à la lumière du jour ou à l'heure ou à ce qu'on avait mangé avant, ou qui tient à quelque chose de plus mystérieux, à cette façon qu'ont certaines rencontres de nécessiter plusieurs tentatives avant de montrer ce qu'elles sont vraiment, une évidence soudaine et tranquille, comme si le premier rendez-vous avait été une mauvaise répétition et que cette fois-ci c'était la chose elle-même. On a passé une semaine ensemble à Paris en août, puis 15 jours sur le bateau en octobre, c'est 15 jours sur l'eau, avec ce que l'eau fait aux conversations et au temps, cette façon qu'a la mer de changer les proportions de tout. C'est avec lui que j'ai compris mon rêve d'enfant, Tom, mot à l'envers. Le langage perdu, l'hélicoptère du Vietnam, la falaise, la mer, l'arrachement, tout ce que je portais depuis l'avion, depuis ces 5 ans, depuis cet enfant qui ne s'était pas retourné sur le chemin, sans encore savoir le nommer, sans encore avoir trouvé les mots qui faisaient tenir ensemble tous ces fragments. Il m'a aidé à en trouver les contours. Pas en me l'expliquant, pas avec ce genre d'intelligence-là, analytique, qui démontre et décompose, en étant là d'une façon qui créait l'espace pour que les choses remontent d'elles-mêmes, qui ne précipitait rien, qui laissait le temps qu'il fallait. On faisait des poèmes à 4 mains. C'est une intimité particulière d'écrire avec quelqu'un, différent de la conversation, qui s'arrête à la surface de ce qu'on sait déjà dire, différente même de l'amour physique qui est une autre langue encore. Écrire avec quelqu'un, c'est accéder à des endroits qu'on n'atteint pas autrement, des endroits où les mots qu'on choisit révèlent ce qu'on n'aurait pas su dire seul, où ce que l'autre apporte fait apparaître quelque chose en soi qu'on ne savait pas comporter. Il m'a donné des choses que peu de gens m'ont données. Une vraie écoute. Pas celle qui attend son tour de parler, pas celle qui prépare sa réponse pendant qu'on parle, mais celle qui reçoit vraiment, qui accueille ce qu'on dit sans le transformer immédiatement en quelque chose d'autre. Une intelligence du monde intérieur, cette capacité rare à voir ce qui se passe sous la surface, sans le nommer trop vite, sans le figer dans une interprétation avant qu'il ait fini de montrer, sans l'abîmer par excès de précision, et le nom de mon rêve. Mais un bateau, c'est fait pour partir. Et il avait déjà 4 enfants. Un cancer lui avait rendu impossible d'en avoir d'autres, cette impossibilité-là, réelle, concrète, irréversible, qui ne se négocie pas, et contre laquelle la volonté ne peut rien. Ce que je voulais construire, une famille, un enfant, quelque chose qui pousse et qui reste, quelque chose de vivant qu'on regarde grandir, il ne pouvait pas le porter. Pas par manque de volonté, par impossibilité. Ces deux choses ne se ressemblent pas, et je tiens cette distinction. On s'est quitté en décembre 2024. Je l'appelle l'amour de ma vie. Oui, comme Fabrice, 2 fois le même titre et je le revendique sans contradiction, sans avoir besoin de choisir entre les deux ou d'expliquer comment les deux peuvent coexister. Parce que l'amour n'est pas une ressource limitée qu'on distribue une seule fois à une seule personne et dont il ne resterait plus rien après. On peut aimer plusieurs fois, différemment, avec la même intensité et la même vérité. Ces amours-là ne se concurrencent pas, ne s'annulent pas, ne se diminuent pas mutuellement. Ils coexistent, chacun entier, chacun réel, chacun ce qu'il était, sans avoir besoin d'être autre chose pour être valide. Fabrice m'a appris ce qu'est une connexion rare, cette façon qu'ont certaines rencontres d'être évidentes sans l'expliquer, de se comprendre sans effort et de savoir sans avoir à apprendre. Pascal m'a appris ce que je portais sans le savoir, ce rêve, ce nom, cet enfant sur la falaise qui attendait depuis si longtemps qu'on lui dise ce qu'elle regardait. Ça les rend différents et précieux, chacun pour ce qu'ils ont été, exactement comme ils ont été, sans que j'aie besoin de les modifier pour qu'ils entrent dans une case qu'ils accepteraient mieux. Ils existent entiers, tels quels. Chapitre 20. Ma bulle d'air. J'ai rencontré Valentin sur Virgin Radio en février 2012. 14 ans. 14 ans qu'on se connaît, qu'on se choisit sous une forme ou une autre, qu'on revient l'un vers l'autre après les détours que la vie impose. Ces détours-là, qui séparent certaines personnes définitivement et qui avec d'autres ne font que modifier temporairement la trajectoire sans changer la direction. 14 ans qu'on a appris à grandir ensemble de cette façon particulière, qu'ont certaines amitiés de se construire en parallèle, avec les vies qu'elles accompagnent, de porter la trace de tout ce qu'on a traversé depuis le début, de tenir dans leur texture même l'histoire de ce qu'on était avant et de ce qu'on est devenu. On se connaît profondément, ces échecs amoureux, les miens, avec cette précision que donne le temps, cette intimité-là, qu'on ne peut pas fabriquer rapidement, qui s'accumule comme les couches géologiques s'accumulent, lentement, irremplaçablement. On se confie, on cède, on se voit quand les ruptures sont douloureuses. Ces moments-là, précisément, ceux où on a besoin de quelqu'un qui connaît le contexte, qui n'a pas besoin qu'on lui explique depuis le début, qui sait déjà ce qu'on porte parce qu'il était là quand on a commencé à le porter. Je l'appelle ma bulle d'air parce que c'est ça, exactement ça. Pas comme une métaphore approximative, mais comme la description la plus précise que j'ai trouvée. Quand l'eau monte, quand la pression s'accumule, quand je ne sais plus très bien comment respirer dans l'air ordinaire du quotidien, Valentin est là, stable, de cette stabilité-là,
qui n'est pas l'immobilité, qui n'est pas l'absence de vie propre, mais quelque chose de plus solide, de plus ancré, qui ne vacille pas quand tout le reste vacille, présent, connaissant ce mot que je choisis précisément qui dit quelque chose de différent, de sachant, qui dit la connaissance intime, celle qui précède les explications et les rend souvent inutiles. Il n'y a pas d'alchimie entre nous, pas de ce désir qui embrasse, pas de cette attirance qui fait perdre la tête et qui ressemble tellement à ce qu'on appelle amour qu'on les confond souvent, qu'on les confond peut-être systématiquement, que je les confonds peut-être moi systématiquement avec cette façon que j'ai de reconnaître l'amour, quand dans ce qui brûle fort et vite plutôt que ce qui dure. C'est pourquoi je n'ai jamais appelé ça amoureux, parce que le désir physique est devenu dans ma façon de nommer les choses une condition nécessaire à ce mot-là, parce que sans lui quelque chose manque dans la case et qu'une case incomplète ne reçoit pas le même nom. Et pourtant, ce que j'ai avec Valentin ressemble exactement avec cette exactitude-là, qui mérite qu'on s'y arrête, qui mérite qu'on ne passe pas dessus trop vite à ce que je dis chercher dans les amours qui ne durent pas. La connaissance profonde, celle qui n'a pas besoin d'être reconstituée à chaque fois, qui est là, disponible, accumulée. La confiance totale, cette confiance-là qu'on ne peut pas décider d'avoir, qu'on ne peut pas accélérer, qui se donne avec le temps ou pas du tout. Le soutien avec les moments difficiles, pas le soutien de principe, pas le soutien de façade, mais le soutien réel, incarné, qui répond au téléphone et qui sait ce qu'on ne dit pas. La durabilité, 14 ans qu'on se choisit, qu'on revient, qu'on reste sous une forme ou une autre, que les formes changent sans que le fond change. Je ne sais pas encore quoi faire de cette observation, je la pose ici simplement, sans la résoudre, sans lui donner une conclusion qui la bouclerait trop proprement, parce qu'elle dit quelque chose d'important sur ce que je nomme amour, sur les critères que j'utilise pour reconnaître ce qui mérite ce nom, sur la façon dont je distingue ce qui compte, ce qui embrase, sur ce que je cherche dans les histoires qui commencent vite et finissent vite, et ce que j'ai déjà, depuis 14 ans, sans lui avoir donné le nom qui mérite peut-être. Je la pose ici, comme on pose une question qu'on n'est pas encore prêt à répondre, comme on pose quelque chose de précieux qu'on ne sait pas encore où ranger. Une amitié inconditionnelle.